1, 2, 3. Monsieur le ministre, mesdames... Non, alors voilà, ma carrière de chanteur s'arrête là. Donc en ce jour de la musique, je voulais surtout vous remercier d'être là parce que c'est un jour très chargé pour vous et vous n'aurez pas à écouter ma voix erratique chantant. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les présidents, chères éditrices, chers éditeurs, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir, monsieur le ministre, au sein de notre fédération, dont nombre des 1500 titres de presse imprimés et de services de presse en ligne ont jalonné pour vous, comme pour l'ensemble des citoyens, le parcours de l'apprentissage et de la réussite professionnelle. Vous avez ainsi côtoyé la quasi-totalité des univers de presse que nous rassemblons dans nos 7 syndicats qui constituent la FNPS. La presse économique, quand vous avez étudié la gestion, la presse professionnelle, quand vous avez poursuivi vos études en management urbain, puis lorsque vous avez repris les rênes de la concession automobile familiale et que vous avez alors été conduit à vous intéresser à la presse sociale et à utiliser la presse juridique que vous avez retrouvée ensuite à l'Hadopi. La presse culturelle et scientifique n'a pas de secret pour vous. Le passionné d'histoire napoléonienne qui vient de percer les secrets de l'intimité d'un empereur dans un livre récemment paru. Enfin, la presse agricole, en tant que maire de Coulommiers, qui doit en grande partie sa renommée à ses agriculteurs et qui accueille chaque année la célèbre foire internationale au fromage et au vin, qui peut être l'occasion, s'il y a abus, mais je ne sais que ce n'est pas votre cas, de finir par se pencher sur la presse des professions de santé. Vous le savez, monsieur le ministre, la presse spécialisée et professionnelle est une presse de proximité que l'on a coutume de présenter comme étant la presse de la connaissance, du savoir et de l'emploi. À l'heure des fausses nouvelles, la proximité avec nos lecteurs se traduit par la confiance. La confiance que nos lecteurs nous accordent quand ils nous qualifient à 91% de crédibles et fiables. Ce résultat est d'autant plus remarquable que nous nous adressons à un lectorat exigeant, connaisseur, éclairé des sujets que nous traitons et qui ne saurait pardonner la moindre approximation de la part de nos auteurs, parmi lesquels plus de 65 000 journalistes. La presse spécialisée et professionnelle est multiple, et c'est en cela qu'elle incarne, pas moins que d'autres, la diversité indispensable à l'expression du pluralisme démocratique. Elle est éditée par un large panel d'entreprises, le plus souvent indépendantes, de toute taille, mais une majorité de TPE de moins de 20 salariés. Tout ceci étant dit et reconnu comme tel, autant vous le dire d'emblée, nous ne sommes pas de la presse d'information politique et générale, cible de toutes les attentions des pouvoirs publics. Nous affirmons cependant jouer tout autant un rôle essentiel dans l'information et la formation des citoyens. Dès lors, il nous semble que rien ne légitime le manque criant de considération des pouvoirs publics que nous constatons sur de nombreux sujets. Commençons donc par le sujet de la semaine qui fâche, et pas qu'un peu. Un droit, qu'il soit d'auteur ou voisin, n'est pas une subvention. Et qui mieux que vous le sait, alors que vous avez baigné dans le droit d'auteur pendant 6 ans à l'Hadopi. De haute lutte, l'ensemble des éditeurs de la presse ont obtenu la création d'un droit voisin dans le cadre de la directive européenne. Et là, votre aide a été précieuse, comme sur les sujets de la fouille de texte, le TDM, ou du partage de la valeur, et nous vous en remercions vivement. Il a alors toujours été considéré par tous, et notamment par le gouvernement français et les éditeurs européens, j'insiste sur ce point, que l'ensemble des publications de presse devaient bénéficier de ce droit à la seule exclusion des publications scientifiques ou universitaires. D'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit et écrit de manière mensongère, la directive n'exclut aucun titre, alors qu'elle souligne qu'une presse libre et pluraliste est indispensable, car elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d'une société démocratique. Point. Un peu plus loin, elle ajoute même que doit bénéficier du droit voisin, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels, généralistes ou spécialisés. En acceptant d'écrire que la fixation du montant de la rémunération perçue par les éditeurs doit prendre notamment en compte la contribution des publications de presse à l'information politique et générale, le Sénat a surtransposé la directive et a affaibli ce droit voisin en conduisant à discriminer en fonction de la nature des œuvres sur lesquelles il porte. Vous le savez bien, aucun droit voisin ne fait une telle distinction. On n'imagine pas, par exemple, en ce jour de la musique, prendre en considération la musique classique mais pas le jazz, ou considérer qu'un chanteur de rap vaut moins qu'un ténor d'opéra. Mais surtout, alors que nous étions avec vous-même, le 13 mai dernier, 200 acteurs de la culture à l'Élysée, pour entendre le président Emmanuel Macron nous implorer de rester unis, voilà le ferment de la désunion désormais installé, alors que le gâteau,
n'est même pas encore sur la table. En effet, comment peut-on accepter l'idée qu'un article sur les OGM, rédigé par un même journaliste dans un journal quotidien, doit bénéficier d'une protection au titre du droit voisin, mais pas lorsqu'il est publié sur un site de presse spécialisé s'adressant à des agriculteurs? Comment expliquer cette discrimination d'accès ou de valeur aux journalistes sans faire de certains d'entre eux des journalistes de seconde zone? Nous sommes par nature des partenaires de dialogue. Et dans ce cadre, nous avons une proposition à vous faire. Puisque nos interlocuteurs nous disent que cette contribution à l'IPG n'est qu'une possibilité et pas une obligation, eh bien, écrivons-le clairement. Précisons que peut notamment être prise en considération la contribution éventuelle des publications de presse à l'information politique et générale, et c'est là déjà une avancée qui ouvre la porte à une survalorisation de l'IPG, mais certainement pas à une exclusion de la presse magazine et spécialisée et professionnelle. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas en rester là. Et nous ne souhaitons pas être contraints d'aller chercher l'équité ailleurs que dans le débat démocratique, au risque d'affaiblir et de différer la mise en œuvre d'un droit voisin au fondement contesté. Ceci dit, ne croyez pas que nous soyons obsédés. Mais si nous n'allons pas à l'IPG, c'est l'IPG qui vient à nous. Filière, ils ont dit filière. Mais qu'est-ce qu'une filière ? L'INSEE le précise, la filière désigne l'ensemble des activités complémentaires qui concourent d'amont en aval à la réalisation d'un produit fini. En ce qui nous concerne, il y a donc de l'information, des journalistes, des imprimeries, des publications de presse, Internet, la poste, la vente au numéro et des lecteurs citoyens. Il y a donc une filière presse. Mais pas plus qu'il n'y a une filière magazine ou de presse spécialisée, il n'y a de filière de presse IPG. La meilleure preuve en est la péréquation non-IPG-IPG au sein de la Poste, ou encore celle entre les magazines et les quotidiens dans la vente au numéro, sans oublier l'encadrement réglementaire contraignant concernant les journalistes et qui s'applique à tout. Tout froissement d'aile d'un quotidien a une répercussion sur nos magazines, comme par exemple quand il choisit d'emprunter le chemin du portage en zone dense pour nous laisser, à nous et à la Poste, supporter seul le surcoût de l'acheminement en zone rurale. Nous vous demandons donc, Monsieur le ministre, de considérer la filière presse dans son intégralité, alors que vous étudiez avec le ministre de l'Économie un ensemble de demandes dont certaines, si elles sont satisfaites, ne manqueront pas d'avoir une incidence sur nos titres. Comme vous le savez, le transport postal concerne 90% de la diffusion de nos titres, sans que puisse être envisagée dans la majorité des cas une forme de diffusion alternative. Une éventuelle transformation des aides à la Poste en une aide à l'exemplaire va remettre en cause les péréquations. D'une part, la péréquation territoriale, en accélérant le développement du portage en zone dense, on l'a vu, le surcroît de déficit qui en résulterait et qui devra être identifié par l'ARCEP dans la comptabilité de la Poste ne pourra légitimement nous être imputé. D'autre part, en remettant en cause la péréquation qui existe depuis de nombreuses années entre la presse non-IPG et la presse IPG. Initialement au profit des seuls quotidiens, le bénéfice de cette péréquation s'est étendu très largement et a pris de l'ampleur avec des augmentations tarifaires très différenciées. Rappelons-le, depuis 2010, plus 37% pour l'IPG, mais plus 70% en ce qui nous concerne. Ajoutons qu'une éventuelle transformation de l'aide postale en une aide à l'exemplaire au seul bénéfice de la presse IPG devra nécessairement s'accompagner d'une suppression du tarif postal IPG. Cela va de soi, mais c'est encore mieux en le disant, on ne sait jamais. Enfin, si au final l'aide à l'exemplaire n'était pas instituée, l'écart tarifaire qui atteint déjà 100% entre la presse IPG et non-IPG ne saurait continuer à grandir sans devenir discriminatoire et anticoncurrentiel. Même si seulement 10% de nos titres utilisent la vente au numéro, ce mode de diffusion est très structurant pour ces éditeurs. Globalement, le point où nous sommes rendus nous semble être acceptable et nous vous remercions de l'oreille attentive que vos équipes et vous-même avez prêtée à nos remarques. Citons en particulier le maintien du système coopératif, même aménagé, votre soutien à notre demande de droit de présentation, même si celui-ci doit être précisé pour permettre, en accord avec Culture Presse, une présentation physique des titres, ou encore le renforcement de la concertation avec l'ARCEP. Cependant, nous attirons votre attention sur l'importance de la mise en œuvre et la capacité de la filière, la revoilà, à mener des discussions responsables et équitables. Il s'agit également pour l'ARCEP d'avoir la volonté effective de contrôler cette mise en œuvre, et notamment l'application non discriminatoire des barèmes et de l'assortiment, en particulier vis-à-vis des éditeurs les plus faibles. Il n'y a pas, loin s'en faut, chez nos éditeurs, que la distribution physique.
Comme je l'ai souligné au début de mon propos, la diversité de nos titres de presse repose pour beaucoup sur des TPE aux capacités d'investissement limitées et souvent sous-capitalisées. Or, le numérique nécessite des investissements récurrents qui mettent rapidement les finances des éditeurs à rude épreuve. Malgré les demandes d'une partie de la filière visant à nous en exclure, nous sommes convaincus que vous avez perçu la nécessité de maintenir l'accessibilité de nos titres de la connaissance et du savoir au fonds stratégique pour le développement de la presse, qui est essentiel à leur développement. Toujours sur le numérique, après avoir obtenu définitivement le principe de la neutralité des supports pour la TVA avec le soutien très actif du gouvernement, il est légitime que celui-ci se traduise dans tous les domaines. C'est ainsi que la future loi Pacte permet d'associer la presse en ligne à la publication des annonces judiciaires et légales, sans pour autant dématérialiser totalement le dispositif. De tout temps, la presse a participé à la transparence de la vie économique et des marchés publics. Et dans ce cadre, la presse imprimée joue un rôle essentiel dans la portabilité de ces informations qui ne sauraient n'être que quérables sur le support numérique. Tout en accompagnant cette évolution nécessaire et attendue, la FNPS souhaite que la simplification administrative recherchée et la baisse du coût pour les entreprises ne se traduisent pas par une dénaturation de cette mission importante confiée à la presse de proximité. Là encore, la mise en œuvre est essentielle. En premier lieu, la baisse de 10% des tarifs doit être très progressive et ne peut se traduire par la généralisation de la tarification au forfait. D'autre part, il faudra être attentif aux effets de la suppression de l'habilitation au niveau des arrondissements, comme aux modalités d'habilitation des services de presse en ligne. Enfin, la pluralité des acteurs, garante du pluralisme, doit être préservée en évitant que les monopoles de fait ne s'installent. Comme vous le voyez, il reste encore beaucoup de travail à faire pour finaliser le dispositif et les décrets d'application. Et il nous semble alors raisonnable d'envisager de repousser la mise en œuvre de la nouvelle loi à la mi-2020. Pour finir, 2 points importants parmi d'autres. Gardons à l'esprit pour les futures discussions que nous aurons sur le règlement e-privacy que les études montrent sans surprise que le RGPD a renforcé l'hégémonie des GAFA, alors que les moyens et petits éditeurs de services ont été nettement impactés par les nouvelles règles, complexes à mettre en application. Autre sujet qui fait appel à la responsabilité des éditeurs, l'éco-contribution. Nous avons pris connaissance de l'avant-projet de loi relatif au gaspillage et à l'économie circulaire. Il y est question d'une suppression de la possibilité de contribuer en nature en 2023. Le report des 22 millions que représente l'achat d'espace mis à la disposition sur les comptes des entreprises de l'ensemble de la filière ne nous semble pas économiquement envisageable, alors que cette faculté, rappelons-le, est conditionnée à des pratiques éco-responsables des éditeurs. Pour ces mêmes raisons, je ne saurais conclure sans évoquer l'inquiétude qu'a fait naître le Premier ministre en évoquant la suppression de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficient les rémunérations des journalistes. À l'heure des fausses nouvelles, pénaliser ceux des éditeurs qui emploient le plus de journalistes est assez incompréhensible. Monsieur le ministre, ne nous abandonnez pas. Le jour où, au hasard, l'Argus de l'automobile aura perdu de sa visibilité car négligé, voire discriminé par les pouvoirs publics, et que les essais les plus lus sur les voitures Peugeot, au hasard là encore, le seront dans la presse d'origine allemande, il sera alors trop tard pour regretter que la France n'ait plus de presse spécialisée et professionnelle indépendante pour défendre ses industries. La presse spécialisée et professionnelle vous remercie vivement, Monsieur le ministre, de votre présence et compte sur vous.